ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Fabrice Kuhn. Bonjour Aurélien, merci de ton invitation. Eh ben écoute, merci de venir, je suis ravi de t'avoir. Fabrice est médecin, spécialiste de sport d'endurance, lui-même dans sa pratique. Voilà. Ouais, moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, le sport qui me préoccupe le plus et que je pratique, c'est le triathlon, surtout les longues distances. Et puis j'aime bien faire du trail aussi, et puis m'amuser. Je fais un peu de swimrun, enfin je fais un petit peu tout ce qui passe, marathon quand l'occasion se présente. Tout ce qui dure un peu, quoi. Voilà, le 10 km, c'est pas pour moi, je suis un petit peu au-delà. Donc hyper intéressé par le sport en général, évidemment. Et donc, si je le reçois aujourd'hui et que j'ai la chance de l'avoir avec moi, c'est parce qu'il vient de sortir un livre, Le régime cétogène pour les sportifs, avec son pote Hugues Daniel. Passionnant, hyper pratique, je vous le remontrerai tout à l'heure, mais passionnant, hyper pratique, hyper terrain. Voilà, comme je le disais, c'est un médecin, mais c'est avant tout un sportif, c'est avant tout un pratiquant, et quelqu'un qui aime bien faire manger des bonnes choses, qui s'intéresse à la cuisine, et voilà, qui de fait nous fait une vraie proposition. En fait, oui, si je suis venu à la nutrition, c'était d'abord parce que je voulais améliorer mes capacités d'endurance. Donc c'est une voie qui est accessible à tout le monde et qui est simple. Et puis au fur et à mesure, en explorant, et comme tu l'as déjà dit, moi, ce que je vous propose, je le teste avant. Et voilà, j'essaye plein de trucs, je teste, et puis c'est ça qui me permet d'avancer. Ça me plaît, ça. Ça me plaît beaucoup, ça. Et donc j'y suis venu au fur et à mesure pour ma pratique, et puis j'ai développé un peu plus mes idées, j'ai lu toutes les études qui sont publiées, et puis finalement on avance, et puis on se rend compte que déjà la première chose, contrairement à ce qu'on pense, l'alimentation pour le sportif, c'est pas tristounet, et l'alimentation pour l'endurance, ce ne sont pas que des pâtes, il y a plein de choses à faire. Alors souvent on voit que le côté comptable, alors les calories, les protéines, les macronutriments, et en fait il n'y a pas que ça. La nutrition, ça nous permet d'apporter le nécessaire à nos efforts, qu'ils soient d'endurance ou de musculation, ça c'est vrai, mais ça va au-delà, c'est aussi fonctionnel, c'est ce qui nous permet de faire mieux fonctionner notre organisme, et ça c'est important pour améliorer nos performances. Un organisme plus fonctionnel, il va aller plus loin, plus vite, plus longtemps. Et c'est aussi ce qui permet d'améliorer notre santé. En fait, c'est un peu les mêmes mécanismes qui rendent notre organisme plus fonctionnel, donc plus performant et en meilleure santé. Donc ça, c'est important. On permet d'associer les deux. C'est vrai qu'on raisonne beaucoup en termes de quantité, il faut bien des repères, hein, mais on raisonne beaucoup en termes de quantité, très peu en termes de qualité. Et aujourd'hui, dans ce qu'on mange, c'est très très important. On en parlait avec Hugues dans un autre épisode consacré au sport santé. Si on en vient à la performance pure, ce dont on se rend compte, c'est qu'en termes de quantité, on nous a quand même fait des préconisations qui étaient un peu exagérées sur certains carburants. Oui, tout à fait. Et puis, et le fait d'apporter trop de... c'est surtout les glucides qui posent souci. Alors, il y a deux choses. Hein. Les glucides, on en apportait trop, ça pose souci parce que ça impacte sur l'insuline, qui peut impacter sur le métabolisme et donc qui perturbe le fonctionnement optimal de l'organisme. Et l'autre, à l'inverse, c'était que les lipides, les graisses, et encore certains athlètes qui disent « Ah non, moi je réduis les graisses ». Non, au contraire, les graisses c'est important, ça fait fonctionner le cerveau, ça fait fonctionner les médiateurs de l'inflammation, tout ça. Donc c'est très important, il ne faut surtout pas les supprimer. C'est aussi un carburant. C'est aussi un carburant. Pas le moins puissant. C'est aussi un moyen d'absorber certaines vitamines et certains antioxydants comme les caroténoïdes. Donc c'est vraiment, les graisses, il ne faut pas les éliminer. Au contraire, souvent ce qu'on préconise maintenant, c'est de les rééquilibrer parce que c'est notre équilibre qui est mauvais. Après, ces graisses, elles sont vraiment importantes pour notre performance. Et donc ça, c'est le côté fonctionnel de notre organisme. Et en plus, il y a un autre côté sur la nutrition qui est encore moins abordé, c'est le côté outil, en fait. Si tu veux, les calories, tout ça, c'est le socle. Pour performer, tu as besoin de tes calories. Mais il y a aussi le côté outil, c'est-à-dire qu'avec des manipulations nutritionnelles, tu peux encore créer des adaptations. C'est comme ton entraînement. Finalement, quand tu vas développer des techniques différentes, tu périodises, tu fais tout ça pour créer des adaptations. Un coup celle-ci, un coup celle-là pour être performant. Avec la nutrition, tu peux faire la même chose. Tu peux créer des adaptations à certains moments
passer de l'un à l'autre et périodiser ta nutrition pour être plus performant. Et j'ajouterais même quelque chose, parce que c'est important de le dire, la nutrition est souvent passée au deuxième plan. On le voit dans le sport de haut niveau, tu as travaillé avec des équipes de France diverses et variées. On se rend compte que d'abord on va parler des poids et haltères et de la muscule, ou de l'endurance, du cardio, voilà. Ensuite on va parler éventuellement un peu de prépa mentale, les soins en transversal, ok. Par contre la nutrition ça vient à la toute fin. Oui, c'est vrai. C'est incroyable, parce qu'à l'inverse de tout ce que je viens de citer, quand on change quelque chose dans notre nutrition, c'est pas dans 6 mois les effets. Alors si, la perte de poids, ça prend du temps. Mais hormis ça, les effets d'utilisation des filières énergétiques et des substrats énergétiques, les modifications, elles sont très très rapides. On rentre dans des effets de cétose. Voilà. En 15 jours, on modifie fondamentalement le métabolisme. Alors c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, ce qu'on remarque souvent au niveau des sportifs, c'est que malheureusement, pour qu'ils se mettent à profiter de la nutrition, il faut que ça vienne de leur part. Ah, c'est nécessaire. Malheureusement, si tu ne peux pas leur imposer parce que ça ne passe pas. Il faut vraiment qu'eux fassent la démarche. Mais une fois qu'ils l'ont fait et qu'ils se rendent compte de l'impact, voilà, on peut éliminer plein de petits problèmes, on peut résoudre un peu la fatigue, on peut se sentir mieux, puis mieux dans la vie de tous les jours aussi, ça c'est important. Ouais. Y a pas que la performance, c'est pas que le sport à un moment donné pendant la séance. Voilà, moi qui suis médecin, je suis obligé d'allier les deux, c'est-à-dire la santé et la performance. Si je suis performant mais que je me retrouve en mauvaise santé, je perds. Donc c'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'associer les deux. Et je pense que ce qui est important, le plus important pour moi, la façon dont je vois la nutrition, c'est vraiment le côté fonctionnel. Moi, je ne surveille pas mon poids, ça ne m'intéresse pas plus que ça, même si pour les sportifs d'endurance, c'est important parce que moins de poids à trimballer, c'est d'aller plus vite. Mais pour moi, le principal, le premier, c'est d'être plus fonctionnel. Ouais, c'est intéressant comme approche. Je me suis beaucoup reconnu dans votre ouvrage. Je l'ai trouvé juste, modeste et sans prosélytisme, ce qui est rarement le cas dans l'univers de la nutrition. Soit on est dans l'extrémisme et voire l'aspect un peu gourou avec voilà ce que tu manges à telle heure, à telle heure, à telle heure, à telle heure, et si tu manges autre chose, tu meurs. Et de l'autre côté, les gens qui vous font des grands débats sur il faut manger tant de glucides, tant de trucs, et puis qu'à la fin, on ne sait pas quoi manger, quoi. Donc, quand j'étais plus jeune, je cherchais, moi, une vérité dans la nutrition. Je cherchais la perf, quoi. Et en fait, ce que j'ai appris avec ma pratique, avec mes formations, j'ai passé un DU, moi, de nutrition, modestement, mais voilà, pour m'acculturer, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des grands principes, il y a des choix, des arbitrages, des réglages. Et puis après... il n'y a pas de vérité parce qu'il n'y a pas de vérité du moment. Pour un même athlète, ça peut changer d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, à l'approche d'une compétition ou après, avant, en fonction du type de compétition. Si je vais m'entraîner pour un ultra-trail, ça ne va pas être la même chose que si je vais m'entraîner pour un trail de courte distance, ou ça va être encore différent pour un marathon, ou ça va être encore différent pour du vélo, parce qu'on n'a pas la même casse musculaire. Il y a aussi une variabilité en fonction des individus, parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon. Toi, tu ne vas pas réagir à l'alimentation de la même façon que moi. Probablement pas. Voilà, donc on a des mécanismes différents. Totalement différents. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité. On a des choses qu'on peut exploiter, il y a des choses qu'on sait, mais il faut aussi savoir écouter son organisme, savoir comment je réagis, savoir si ça me convient. Et ce qui fait que finalement, tu es obligé de rester ouvert à plein de solutions, parce que finalement, tu vas trouver un compromis. Et la nutrition, c'est toujours un compromis, parce que effectivement, quand tu fais de la nutrition d'endurance, il y a des moments où tu as besoin d'avoir un peu plus de glucides, mais si tu as trop de glucides pour ta santé, c'est un peu moins bon. Donc il te faut trouver le bon compromis au bon moment. Au bon moment, ouais, parce qu'en fonction de ton planning d'entraînement, tu n'as pas la même consommation de glucides. Donc c'est sûr que quand tu brûles parce que tu es en plein cycle de choc ou avec un gros volume, voilà. Et puis si tu restes sur ces mêmes standards, parce que ta recette c'est ça,
et que d'un seul coup tu diminues ne serait-ce que de 25% ta consommation, 25% sur des volumes d'ultra trail, c'est très très vite. Puis même à l'entraînement. Lundi, tu vas faire une séance d'endurance tranquille, 1 heure. Bon, voilà, tu n'as peut-être pas besoin de manger de glucides avant de faire ta séance. Mardi, tu vas aller te faire une séance à haute intensité, du fractionné, ou là, tu vas peut-être avoir un peu de glucides besoin d'un peu de glucides pour faire ta séance, parce que tu vas tourner sur des filières différentes. C'est-à-dire que quand tu vas être sur l'endurance pure, tu vas consommer que des gras à l'effort, quasiment que des graisses. Quand tu vas faire ton fractionné, tu vas aller taper haut dans les glucides. Ouais. Donc si tu veux faire une séance de qualité, tu as besoin d'un peu de glucides. Mais si tu veux faire une séance d'endurance un petit peu plus longue après, peut-être que tu vas pouvoir la faire sans glucides pour créer des adaptations. Peut-être que tu vas pouvoir la faire avec des glucides pour créer d'autres adaptations, comme par exemple l'entraînement digestif, parce qu'on sait que si tu manges des glucides durant ton entraînement, tu vas améliorer tes facultés à assimiler tes glucides, parce que tu as augmenté le nombre de transporteurs intestinaux au glucose. Donc si tu as plus de glucides, tu vas en profiter plus pour aller plus loin. Mais en même temps, si tu fais d'autres séances, la même séance sans glucides, tu vas créer d'autres adaptations et là, tu vas plutôt favoriser l'utilisation des graisses. Donc voilà, donc ta variabilité aussi au jour le jour et elle tient compte de l'intensité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plutôt que de chercher systématiquement, j'ai fait une grosse séance, je vais manger bien, non, c'est qu'est-ce que je veux faire avec la séance que je vais programmer. Si je veux créer des adaptations à l'endurance, je n'ai peut-être pas intérêt à manger trop de glucides si je suis à une intensité modérée. Si je veux une intensité plus élevée, là, il va falloir que je fasse un petit peu autrement. À un moment donné, ouais. C'est intéressant ton témoignage parce que moi, j'ai appris plein de choses en passant par ces régimes-là. La première chose que j'ai apprise, c'est que effectivement, on peut faire de la haute intensité en mangeant beaucoup moins de glucides. C'est que la pasta party n'est pas... Bon, j'ai appris ça il y a 8 ans, 9 ans, mais c'était ancré en moi. Hein. Je viens des sports de combat. Hein. Donc, c'était avant une compète, à un moment donné, si tu es au poids, que tu n'as pas de problème de poids, c'est un autre sujet, mais là, pasta party pour surcharge glucidique, machin. Et c'était soutenu grandement par les messages de santé publique et les organisations de santé internationale, ça. Oui, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Et donc, c'est d'une certaine manière un positionnement, un paradigme qui n'est pas vrai. On peut faire de la très haute performance avec beaucoup moins de glucides, voire pas de glucides, en tout cas ce que j'ai expérimenté. Est-ce que ça convient à cette personne-là, à ce moment-là? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? C'est une autre question, mais en tout cas, c'est possible. Là où on nous raconte quand même depuis des années, dans nos formations initiales, de médecine, de sport, de ce qu'on veut, que c'est pas vrai. Alors, il y a deux choses dans ce que tu as dit. La première chose, est-ce qu'on peut faire des séances à haute intensité? Oui. Est-ce qu'on peut faire autant sur la même séance? Pas toujours. Pas toujours. Est-ce que moi, j'ai ressenti du bénéfice est-ce que j'ai ressenti que je pouvais faire certaines séances à haute intensité sans glucides? Oui. Étonnamment, parfois, ça m'a même surpris que la séance passait alors que je n'avais pas mangé de glucides. À l'inverse, tu as d'autres séances où ça ne passe pas. Et tu ne sais pas pourquoi. Voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'importance de l'expérience, déjà. Oui, et puis de t'écouter. C'est ça, de se connaître, de tester des choses, d'être un peu humble par rapport à ce qu'on met en place et de se dire, bon, regardons, observons humblement ce qui va se passer, puis ensuite on prendra des décisions sur le long terme. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a effectivement des athlètes qui performent à très haut niveau en mangeant très peu de glucides. Donc, le régime cétogène qui est l'objet du livre. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Non. Certains athlètes sont capables de performer à telles intensités. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain
que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Principalement sur du long. Faut vraiment que la durée s'allonge. Ce qu'on s'est rendu compte avec ce régime, donc plutôt alimentation cétogène, c'est que finalement, sur une intensité modérée, 60-70% de ta VO2 max, tu vas avoir un métabolisme où tu vas consommer énormément de lipides, bien plus qu'une autre personne, et tu vas passer de 80%, tu vas passer de 50%, 50-60% de lipides consommés pour la même intensité d'effort à 80%. Wow. Donc ce qui te permet d'économiser ton glycogène dans tes muscles et de durer plus longtemps. Si tu économises ton glycogène, tu ne vas pas avoir besoin de travailler en course, ce qui te permet de partir libre. Certains athlètes décrivent une sensation de liberté à partir courir 4 heures comme ça, sans rien manger, qui leur va bien. Ouais, c'est pas étonnant. Tu peux te libérer de la contrainte de manger, ce qui facilite la vie de certains qui ne supportent pas les glucides en course, parce que tu sais que sur Ultra Trail, la deuxième cause d'abandon, c'est les troubles digestifs. Hein, ce n'est pas une question de sport, c'est une question digestive. Alors c'est là que tu te dis, encore on revient sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que l'alimentation passe en dernière roue du carrosse. Or, c'est la deuxième cause d'abandon. Stupéfiant. C'est complètement opposé. Ouais. Donc, ces gens-là, ils peuvent avoir un bénéfice. Par contre, le même type de personnes, pas toutes, certaines, décrivent une grande liberté, toujours la même chose, mais se sentent un peu limitées. C'est-à-dire que quand il faut accélérer, quand il faut passer une bosse, quand il faut passer un sprint, quand il faut accélérer pour une raison X ou Y, ils n'ont pas le même tonus qu'avec un régime plus classique, on va dire. Plus équilibré. Par contre, ils ont trouvé des avantages avant. Tu vois, encore une fois, la même chose, c'est le compromis. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère résoudre ce problème-là et moi partir en grande liberté, ça va. Génial, profites-en, fais ça, si c'est ça qui te plaît. Le régime cétogène, si tu le tolères bien, qu'il te va, fais-le, c'est parfait. Il y en a d'autres qui se sentent plus limités. Et bien peut-être qu'ils peuvent faire le régime cétogène à certains moments, ou pas, et l'éviter pendant les courses. Phases, en fonction de leur phase d'entraînement aussi. Faire des phases d'adaptation, le faire un petit peu avant la course, et puis être un peu comme ça. Peut-être que c'est pas mal. Peut-être qu'ils peuvent faire un régime cétogène pour créer des adaptations métaboliques, et puis finalement entraîner leur tube digestif un petit peu plus tard pour qu'ils puissent quand même bénéficier de cette roue de secours que sont les glucides durant l'effort. Sauver les sucres. Voilà, et avoir ces deux phases. Ce qu'il faut retenir quand même aussi, c'est que l'homme est polyvalent. On sait utiliser les graisses, on sait utiliser les glucides, on sait sprinter, on sait faire de l'endurance. Il y a très peu d'animaux qui savent faire de l'endurance pour nous, comme nous. On sait faire de la force, on est polyvalent. Et je pense que c'est important de garder cette polyvalence. À la fois aussi à l'entraînement. D'ailleurs, tu vois maintenant que la plupart des sportifs d'endurance font de la musculation. Ouais. Donc c'est de la polyvalence. Je ne sais pas si c'est la plupart, mais en tout cas, ça se démocratise. En tout cas, en élite, ouais, ça se développe. Moi, je le fais. Je ne conçois plus un programme d'entraînement sans alimentation, enfin sans musculation. Et ben, il faut trouver la même chose, la même polyvalence en nutrition. Et on peut passer plusieurs phases. Cette agilité, on doit l'avoir aussi dans la stratégie nutritionnelle, c'est clair. Et que quand tu passes au régime cétogène strict, le métabolisme il est modifié, mais pour tous. Franchement, c'est incroyable. On passe, je sais pas si tous et toutes, parce que ce qu'on dit là n'est pas forcément toujours identique pour les hommes et les femmes aussi. On n'a pas les mêmes métabolismes basaux et d'effort. Et là, pour le coup, c'est vrai que quand tu sucres, sucres les sucres, eh ben, voilà, tout le monde réagit. Je t'avais dit, on passe de environ 50-60% de consommation de graisse à l'intensité modérée à 80%. Donc c'est vraiment phénoménal. Et le fat max, tu sais, c'est le pourcentage le pourcentage de ta VO2 max à laquelle on consomme le plus de graisse. Ben, il va passer de 60% à 75%. Voire peut-être plus sur certains athlètes.
C'est important de le dire ça parce que tu sais, des fois on dit sur les régimes cétogènes, il y a des répondeurs et des non-répondeurs. Alors, premier point, ce que je constate, c'est que les non-répondeurs, des fois, ils déclenchent juste plus tard. Il fallait juste attendre un petit peu. D'où l'intérêt de surveiller ta cétose avec un lecteur de cétonémie Exactement. pour savoir où tu en es Où vraiment. t'en es exactement. Deuxième chose sur les non-répondeurs, c'est qu'il faut regarder ce qu'ils font vraiment. C'est-à-dire que souvent, les gens que j'ai observés, ou les sportifs, ou les amis qui ont essayé ces trucs-là, parce que souvent ils regardent ce que je fais et puis ils essayent à leur tour, qui ont été non-répondeurs, en fait, quand on gratte un peu, ouais, ils gardaient quand même une tranche de pain le matin. J'ai vu pire que toi. Moi, j'en ai vu un qui m'a dit je suis à régime cétogène. C'était une conférence que je donnais. Et c'est le seul à avoir ouvert une canette de coca pendant la conférence. Oh putain. Donc effectivement, probablement qu'à un moment donné, il n'était plus en cétose. Il n'est pas répondeur, ouais, du coup, ouais, tout à fait. Et enfin, il y a ceux qui sont non répondeurs en apparence, parce que peut-être que leur repère, c'est de perdre du poids très vite. Peut-être que leur repère, c'est, je sais pas, la masse grasse mal évaluée. Et ils ne regardent pas vraiment d'autres paramètres qui sont plus liés aux efforts d'endurance, où là, on va se rendre compte, par contre, que si, là, ça réagit. Là. Le métabolisme d'effort, par exemple, lui, il réagit très fort. Alors, c'est exactement ça. En fait, ce qui se passe quand tu regardes les études, bon, on a quelques études, il n'y en a pas une flopée, mais enfin, il y en a quand même quelques-unes qui sont très intéressantes. Solides. On a vraiment une modification du métabolisme qui est énorme, pour tous. C'est clair, on va vraiment modifier le métabolisme. Malheureusement, ça ne se transfère pas toujours sur la performance. C'est-à-dire que tu vas avoir des athlètes qui vont modifier énormément leur métabolisme et qui vont modifier énormément leur performance, ils vont vraiment s'améliorer. Tu en as une majorité où il n'y a pas à avoir une vraie modification sur les performances, et tu en as quelques-uns où ça va être l'inverse. Ils vont vraiment baisser leur performance. Ce qui fait qu'en fait, quand tu regardes les études, les résultats, tu n'as pas de modification. Alors que certains en bénéficient énormément. Je parle des performances. Ouais. Donc là, qui c'est qui peut le savoir? C'est juste toi. Tu essayes. Et tu essayes et tu vois le résultat. Et c'est pour ça que tu ne peux pas, avec ce régime, dire tu vas en bénéficier. Ton métabolisme va en bénéficier, mais est-ce que tes performances vont s'améliorer? Pas sûr. Il y a une étude qui était intéressante, alors malheureusement, ils n'étaient pas très nombreux dans cette étude, mais ils ont testé ça chez des sportifs d'endurance habitués, ils leur ont fait suivre le régime cétogène, et ils n'ont pas constaté d'amélioration des performances. Mais par contre, ils ont demandé aux athlètes s'ils voulaient continuer le régime. Et ils ont dit oui. Et malgré les contraintes. Pourquoi? Parce qu'ils se sont sentis mieux dans leur peau. Ils avaient moins de fatigue et récupéraient bien. Par contre, ils avaient trouvé quand même des effets indésirables qui les gênaient. Les fruits, ça leur manquait. Ouais. Il y a des fois, manger avec la famille, c'était un peu plus difficile. Donc tu vois, c'est tout le problème. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. On ne peut pas s'y opposer, on n'a pas de certitude pour s'y opposer. Mais on ne peut pas le recommander à tout le monde parce qu'on n'a pas non plus de certitude. C'est quelque chose qu'il faut tester. Il y a d'autres effets indésirables. Il y a une autre étude qui a testé des athlètes élites marcheurs. D'accord? Ils ont fait faire des tests sur tapis, ils ont mesuré le métabolisme. Alors, oui, forcément, le métabolisme était très modifié, on consommait énormément de graisse et tout, c'est pour les mêmes intensités. Ils leur ont fait faire un test de performance, il n'y a pas eu d'amélioration de performance. Au contraire, ils ont peut-être baissé un petit peu. Et ce qui était étonnant, c'est qu'ils ont baissé l'économie d'effort. L'économie d'effort, c'est la quantité d'oxygène que tu vas dépenser pour la même intensité. Et ils ont baissé l'économie d'effort, donc ils étaient moins efficaces chez les gens en régime cétogène. Ils ont reproduit la même étude, parce qu'ils étaient surpris, ils ont refait et ils ont eu le même résultat. Donc tu vois, c'est un autre inconvénient. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Il faut vraiment juger par soi-même, mais c'est toujours intéressant de tester. Tester un nouveau truc, ça met du peps dans sa vie. C'est stimulant. Ouais. Ça met, peut-être que ça va vous réussir, c'est quelque chose que vous utilisez à d'autres moments. Et puis ça vous permet de varier l'entraînement. Et refaire toujours les mêmes routines, c'est un peu pénible, c'est pas marrant, et puis ça peut faire stagner un peu les progrès. Donc c'est une autre voie d'utilisation. Ouais. On peut être cétogène pur, rester cétogène tout le temps parce que ça me va bien, ou parce que par exemple on a une maladie et que finalement on était limite diabète, comme Tim Noakes qui était limite diabète, et c'est pour ça aussi qu'il s'est mis au régime cétogène. Et puis ça lui va bien, ça permet de résoudre sa maladie.
Allons-y, foncez. Pas de discussion, bien Ouais. sûr. Il n'y a pas de débat. Ouais. Voilà, c'est... Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, hein, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de, d'école, il n'y a pas de clocher. On n'est pas là pour, on est là pour objectivement regarder droit dans les yeux les intérêts, les limites. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, ce qui nous intéressait avec lui, c'était d'accompagner les sportifs, en fait. De leur offrir une voie, mais de les accompagner dans cette démarche. Mm. Pas de les convaincre, de les accompagner. D'ailleurs, c'est un livre qu'on ne va pas recommander que pour les sportifs. Hein, d'ailleurs, c'est effectivement le chemin que les deux auteurs ont choisi. Mais en vrai, c'est aussi un livre de recettes et de cuisine. Donc, on va pouvoir l'utiliser même avec toute sa famille, même si nous, on est sportifs. Il y a quelques recettes qui plaisent beaucoup à mes filles. Je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. En tout cas, moi, si je témoigne un petit peu de ces années de pratique de régimes cétogènes divers et variés, j'ai essayé plusieurs modalités. Ce que j'observe, c'est un peu comme toi, c'est qu'il y a des fois où ça se passe très bien, il y a des fois où ça se passe beaucoup moins bien à très haute intensité. Globalement, quand on en vient à un match de MMA ou à du gros intermittent, on est quand même bien content d'avoir l'accélérateur nucléaire que sont les glucides. Il y a plusieurs façons de les insérer dans le plan nutritionnel. Hein. On peut les manger de manière plus modérée que ce qu'on fait, parce qu'il n'y en a pas besoin d'autant que ce qu'on mange, et puis ça devient des graisses, donc on tourne en rond. On peut aussi les manger pendant l'effort pour ceux qui le tolèrent. Juste avant l'effort, ça ne rentre pas non plus dans l'équation de la même manière, donc ce n'est pas inintéressant quand on est en plein régime cétogène d'utiliser ça. Il y a différentes variétés de quantité de glucides qu'on peut manger, différents types de régimes que tu synthétises dans cet ouvrage. Donc, n'y voyez pas d'extrémisme. Vraiment, je pense qu'il faut essayer les choses, s'autoriser tout aller-retour, tout retour en arrière, tout changement. Moi, à la fin, je me retrouvais à faire des cycles assez longs cétogènes, 7 à 10 jours, mon protocole, une recharge glucidique tous les 7 à 10 jours, et puis le tout calé sur des cycles d'entraînement. C'est-à-dire que ça correspondait globalement à mon mode estival, où il y a peu de charge thermique par ailleurs, peu de stress global de vie par rapport à d'autres, parce qu'il n'y a pas que le sport qui nous consomme des calories, loin s'en faut d'ailleurs, c'est la plus petite part. Et donc ça correspondait bien à ça, des phases d'entraînement plus foncières, avec moins de charge métabolique globale, moins de charge émotionnelle aussi. Et par contre, en hiver, une réintroduction modérée, contrôlée des glucides, avec un cycle d'entraînement qui est plus sur de la très haute intensité, etc. Donc finalement, cette agilité métabolique, on la retrouve dans le plan nutritionnel qui doit être au même niveau que le plan d'entraînement. Alors tu vois, nous on a une utilisation un petit peu différente parce que moi quand je le fais, je le cale plutôt plus en hiver, période où je suis un peu plus foncier, où j'ai un peu moins de haute intensité. Ton planning se veut comme ça. Ouais, et où je garde la fonction d'entraînabilité digestive un peu plus proche des compétitions. Mais les deux attitudes se défendent. Elles sont en tout cas adaptées à nos deux profils et nos deux besoins. Écoute, super intéressant. Je te remercie vraiment d'avoir partagé ça avec nous. Voilà, le régime cétogène pour les sportifs, hein, donc de Fabrice Kuhn et Duc Daniel. N'hésitez pas à aller lire ce livre pour en savoir plus. Tu reviens quand tu veux dans le podcast. Un grand plaisir de faire ta rencontre et de t'avoir ici. Tu connais le chemin maintenant. Merci pour l'invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cet épisode est issu d'une trilogie que vous pouvez retrouver en intégralité et en avant-première sur le e-campus de Transfert, que vous aurez une version enrichie sur mon site web et que vous pouvez nous regarder sur YouTube ou sur toutes les plateformes de streaming, nous écouter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.